avec donc cette info du week-end. C'est l'info du week-end, la destitution d'Hansi Flick après un peu plus de 2 ans à la tête de la Nationalmannschaft. Paulo Fred avait une question à te poser justement là-dessus. Oui, mon Polo, est-ce qu'on peut être très inquiet pour l'Allemagne en disant il n'y a pas les joueurs pour régler la situation, ou s'il y a les joueurs pour régler la situation? On voit qu'il y a de bons joueurs quand même, mais est-ce qu'il n'y a pas le sentiment qu'il n'y a pas de, 2-3 grands mecs incontournables, des boss, vraiment les patrons, les types sur lesquels pourrait s'appuyer le sélectionneur, tu vois? Mais ça, ce que tu dis est une excellente question, et en fait la véritable question. Moi, j'entends beaucoup de choses, qu'il n'y a pas de bons joueurs en Nationalmannschaft, etc. Je précise qu'en dans l'histoire du football allemand et des sélections, l'Allemagne a remporté des titres, pas forcément avec des grands joueurs non plus. Toute l'histoire des tournois, d'ailleurs, vous voyez l'Euro 96, c'est un miracle si l'Allemagne remporte cet Euro. Mais ta question est intéressante parce qu'il se passe quelque chose. Moi, je ne pense pas qu'il y a... Alors, il y a des problèmes à certains postes, le poste de numéro 9, évidemment, encore une fois, comparé à l'histoire du football allemand. Ce qui est terrible, c'est que chaque joueur qui est performant en club et qui arrive en sélection nationale s'écroule. On parle de joueurs qui jouent au Barça, qui jouent au Bayern, qui ont joué dans des grands clubs allemands, qui dans des grands clubs étrangers. Certains sont à des postes très importants. Et je rappelle la saison qu'a faite le nouveau capitaine, Ilkay Gundogan, élu meilleur joueur allemand de l'année, qui graffe le tout avec Manchester City, indiscutable, etc. Et qui fait des matchs catastrophiques à chaque fois qu'il met le maillot de la sélection. Et ça, c'est un véritable questionnement. Comment se fait-il que ces joueurs-là n'arrivent pas à reproduire en sélection ceux qu'ils font en club? La deuxième chose, il me semble important, tu l'as dit, c'est la question du leadership. Et ça, c'est une question qui est extrêmement importante parce que depuis que j'ai commencé sur RMC, j'ai toujours opposé, au moins dans les paroles, ce que disait l'ancienne génération, les fameux Leitwölfe, les chefs de meute, qui critiquaient le fait, même si l'Allemagne est devenue championne du monde en 2014, sur le fait qu'on n'avait plus vraiment de leaders. Et dans cette génération-là, qui sont complètement... la façon dont ils s'expriment, c'est pas intéressant. Je rappelle que Joachim Löw, et ça c'est très important, avait inventé la notion de Flach hiérarchie, c'est-à-dire la hiérarchie horizontale, en fait. Donc, c'est très intéressant parce que ça vient de l'entreprise, évidemment, que chacun est responsable dans son domaine, etc. Or, c'est très, très loin de l'histoire du football allemand. C'est pas l'Allemagne, exactement. Et aujourd'hui, je vous dis, je suis très, très sérieux. Allez parler de hiérarchie horizontale à un ancien comme Thomas Helmer, si vous ne prenez pas une baffe, vous avez de la chance. Oui, c'est très, très important. Tu n'as pas ton patron naturellement aussi, c'est peut-être pour ça qu'il a fait ça, parce que il y a Thomas Müller qui peut être un patron, qui a été rappelé aussi. Mais là, quand tu vois la ligne d'attaque Sané, Gnabry, Havertz, on n'est pas sur des grosses personnalités, mon cher Polo. Il y a autre chose, peut-être que vous avez vu sur Prime Video un documentaire très très boboisant au demeurant sur la sélection allemande et ce qui s'est passé au Qatar. Donc c'est diffusé maintenant sur Prime Video dans la collection All or Nothing. Et l'un des personnages les plus interviewés, c'est un personnage qui a fait beaucoup de polémiques sur son positionnement sur le terrain contre le Japon. C'était Joshua Kimmich qui a été repositionné au poste d'arrière droit. Joshua Kimmich, donc il est père de famille. Il a 28 ans aujourd'hui et lorsque vous l'écoutez son timbre de voix, et donc il se revendique leader émotionnel. Oui. Lorsque vous écoutez son timbre de voix, et si vous ne le voyez pas, vous vous dites c'est un adolescent, c'est quelqu'un qui est étudiant en première année, Voilà, il y a tout ça qui ressort systématiquement. Alors, moi, j'ouvre un débat, les gars. C'est un débat qui mériterait des heures de discussion. Faut-il vraiment un patron en sélection, les gars? Est-ce que le sélectionneur ne peut pas être le patron de la sélection avec des joueurs peut-être bien élevés, pas trop bien élevés, mais de talent simplement? Je sais pas, je demande à Johan, par exemple, là-dessus. Toi, en Italie, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que tu as un patron dans le jeu? Non plus, d'ailleurs. Non, il n'y en a pas spécialement, ce qui peut expliquer, d'ailleurs, on y reviendra après, le manque de personnalité dans cette équipe est assez flagrant, alors qu'à l'Euro, tu avais Chiellini et Bonucci, par exemple, qui étaient capables, Bonucci un peu moins que Chiellini, donc l'Euro 2020 gagné en 2021. Là, tu avais des patrons sur le terrain. Un seul patron, je pense que ça suffira pas. Mais puis patron, faut voir ce qu'on entend par ce mot-là. Mais des leaders émotionnels en fait, surtout. Des leaders aussi qui comprennent les situations d'un match. C'est surtout ça en fait qu'il faut avoir. Et par exemple qu'on n'a pas en Italie ou dans d'autres sélections, peut-être en Allemagne, c'est ce que veut dire. Qui trouvent les mots sur le terrain dans des moments critiques, qui savent réunir. Oui, puis comprendre. Et qui sont écoutés surtout.
comprendre les qualités aussi de ta sélection. En fait, si on y viendra après, mais si ta sélection est pas capable de gérer un match, bah tu fais pas en sorte de gérer un match en pensant que tu es hyper fort. Bah ça, c'est des joueurs comme Chiellini et Bonucci qui pouvaient te pousser à jouer, à continuer à jouer et à pas te reposer sur un 1-0 quand t'es pas capable de le gérer. Fred. Moi, de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des entraîneurs, il faut une courroie de transmission. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le représentant de l'entraîneur sur la pelouse. Parce que l'entraîneur, il joue pas. Et ça, en Espagne, on l'a pas en ce moment. La raison pour laquelle on se dit qu'un retour de Ramos n'est pas à exclure. Parce que Ramos, comme il revient en Espagne, si jamais ça se passe très bien, il est revenu en Espagne, ça se passe très bien avec Séville. Eh bien, Luis de la Fuente, peut-être qu'il fera revenir Ramos, parce que on en parlera tout à l'heure, mais quand on regarde le 11 de l'Espagne, tu as. C'est pas les deux Français naturalisés qui vont s'imposer, par exemple. Voilà, je veux dire, même s'il parle bien espagnol, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'est les deux titulaires. T'as un joueur qui est au-dessus du lot, qui s'appelle Rodri, mais qui n'est pas non plus, qui est extraordinaire au niveau football. Oui. Mais c'est pas un mec qui va gueuler dans le vestiaire aussi. Quand Polo parle de la voix fluette, en fait. Ça peut paraître très machiste de le dire, mais je suis désolé, ça fait partie du truc. Oui, ça manque d'assurance. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut un type qui est charismatique, qui en impose et qui puisse gueuler dans le vestiaire. Et quand arrive un nouveau qui décode, ça, Ramos là, le faisait. On reprochait par exemple à Iker Casillas de ne pas être un vrai capitaine parce qu'il ne savait pas gueuler sur les mecs dans le vestiaire et être respecté. Voilà. Donc moi je pense que il faut qu'il y ait un référent ou deux sur le terrain. C'est un vrai sujet presque de société peut-être. De société. Où sont passés les patrons, mon cher Polo? C'est vrai ça. Oui. Non, mais je veux dire, quand tu penses à l'heure de la hiérarchie horizontale, c'est vrai. Quand tu penses à la plus belle équipe de France de tous les temps, l'équipe de Michel Platini, il y avait Michel Platini sur la pelouse, quoi. Michel Platini, messieurs, avec la personnalité qu'il avait. Tout à fait. Alors en équipe de France, il n'y a pas forcément des patrons, mais il y a des relais quand même. Un Griezmann aujourd'hui, naturellement, oui. Tu allais dire, mais c'est pas un patron non plus. T'as Mbappé, mais les grandes sélections n'ont pas de patron aujourd'hui. C'est un constat intéressant. Je trouve ça passionnant parce qu'on oppose systématiquement les anciens et les modernes. Parce qu'on pourrait très bien dire, oui, mais l'Allemagne, quand même, avec Joachim Löw, est redevenue championne du monde en 2014. Sauf qu'on oublie qu'à l'époque, il y avait les anciens. Il y avait les anciens du Bayern, il y avait Schweinsteiger, il y avait Philipp Lahm. Philipp Lahm qui a fait la courroie entre les deux générations, qui lui est plutôt pro-Joachim Löw dans son discours. C'est pour ça que le titre de sa biographie, lui, il crache, entre guillemets, sur l'ancienne génération. Il disait, on veut plus de ces mecs-là comme Matthäus, Effenberg et compagnie, qui passaient leur temps à râler avec les médias, blablabla. Il faut comprendre que dans le monde qu'on est, il est beaucoup plus subtil. On peut pas dire ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'argent en jeu, blablabla. Et à la fin, on en arrive à un monde complètement aseptisé, avec beaucoup de personnes critiques. Moi, je sais, j'étais entendu Nicolas sur Twitch, RMC, en dire que c'était peut-être mieux dans les années 80. Moi, comme je suis un peu plus âgé, j'ai l'impression que c'était encore mieux avant, tu vois. C'est sur ces questions-là. Déjà, pour revenir à la liberté d'expression des années 80, mon Polo, ce serait déjà pas mal. C'est terminé, ça n'arrivera plus, les gars. Oubliez ce temps-là aujourd'hui où chaque déclaration est décryptée, analysée, crée des polémiques, même si elle ne l'est pas. Bref, c'est un autre football. Bon, c'est un vrai sujet qu'on pourrait développer pendant des heures, justement, sur la perte des grosses personnalités. Vas-y, 10 secondes. Je pense que l'analyse de ce qui se passe en 2023 du football allemand est autrement plus complexe que celle qui s'est passée, comme on l'a évoqué, en 1984 et en 2004. Parce que je cite juste Horst Hrubesch, ancien grand joueur et grand attaquant évidemment de la sélection allemande, qui avait gagné en tant que sélectionneur l'Euro 2009 avec la grande génération qui deviendra champion du monde en 2014. Et il disait que le football allemand est peut-être devenu beaucoup trop scientifique et que à force de vouloir se réformer, devenir les meilleurs dans tous les domaines, etc., les joueurs ont du mal à comprendre les phases de jeu, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi, comment. Voilà, c'est une piste de recherche, je ne suis pas persuadé que ce soit la vérité, en tout cas c'est une forme de compréhension à suivre.